Sud Radio, 10h midi, débat. Christine Bouillot. Et avec vous également au 0826 300 300, vous le savez, sur Sud Radio, ça c'est le standard, mais tous nos réseaux sociaux également pour débattre aujourd'hui avec Matteo Ghisalberti. Bonjour Matteo, journaliste franco-italien à Film Média. En studio également Laurent Jacobelli. Bonjour. Bonjour. Porte-parole du Rassemblement National. Nous sommes également avec Jean-Luc Benamias. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Et puis Éric Revel que l'on retrouve. Bonjour Éric. Bonjour Christine, bonjour Chazelle. Bonjour, et qu'on retrouve, vous étiez ce matin encore, on vous retrouve dans la matinale de Patrick Roger, Cécile de Ménibus avec Revel en campagne. On vous retrouve régulièrement sur l'antenne de Sud Radio. Alors on va commencer dans un instant avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. On va parler de la déclaration des patrimoines des candidats. Est-ce que c'est une transparence absolument nécessaire pour le choix des électeurs français? Payer plus cher notre énergie ou baisser notre chauffage, est-ce que c'est le prix à payer pour notre liberté et celle de l'Ukraine? Et puis embargo, les sanctions, etc. qui s'accumulent aujourd'hui. Est-ce que tout cela va finir par arrêter Vladimir Poutine? Et surtout, est-ce que l'Union européenne pourra finir par rester unie jusqu'au bout de cette guerre qui s'est déclarée? On en parle avec vous également sur les réseaux sociaux et au 0826 300 300. Mais on est encore en campagne électorale pour quelques jours et le zap de cette campagne de la présidentielle, il est signé avec Gilles Gansman. Sud Radio, le zapping de la présidentielle. Alors Gilles. Eh bien, c'est le jour de la journée de la femme qu'a choisi Mediapart pour sortir, voire ressortir le dossier de Éric Zemmour et des femmes qui l'accusent d'harcèlement sexuel. Il me prend avec ses mains, il me bloque contre la paroi de l'ascenseur et il m'embrasse de force sur la bouche. Il me dit vous allez me remercier autrement et en fait là il m'embrasse et il me fourre sa langue dans ma bouche. Dans le monde de ces gens-là on se sert et ce jour-là il s'est servi. J'étais là et il s'est servi. Comme je vous dis, ça m'a jamais empêché de dormir, mais j'y ai pensé, ça fait 20 ans et j'y ai pensé tout le temps. Je me rappelle comment j'étais habillée ce jour-là. C'est un candidat à la présidentielle et moi j'estime qu'il est indigne de cette fonction. On voit bien que pour lui les femmes ne sont pas des hommes comme les autres, ce sont des sous-hommes, ce sont des objets. Enfin, pour moi, le match, il est plié. Il y a Éric Zemmour et il y a une hôtesse d'accueil. Il n'y a pas de match, en fait. Alors Christine, avant que vous en parliez avec vos débatteurs sur ce dossier Zemmour et des femmes, je vais vous faire écouter ce son de Marion Maréchal qui était interviewée hier par BFM et évidemment Yves Calvi est revenu sur ce qui se passe sur ce que dénonce Mediapart et Yves Calvi lui a demandé si elle n'était pas finalement la caution féminine d'Éric Zemmour. Je ne suis pas une caution, je ne suis pas une bouée de sauvetage comme j'ai entendu le dire. Marine Le Pen, en l'occurrence. Je ne me suis pas vendue que pour un plat de lentilles et pour de l'argent parce que j'arrive bénévolement dans cette campagne. Je n'ai pas négocié de place, donc non, je réfute totalement tous ces termes. Alors oui, je suis une femme de fait, je soutiens Éric Zemmour et moi je le connais depuis longtemps. Vous savez, Éric Zemmour depuis quelques années, je n'ai jamais eu à souffrir en tant que femme et même quand j'étais jeune femme d'un comportement qu'on lui prêterait aujourd'hui. Donc je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais été témoin de cela. Bien au contraire même, et surtout je vois à travers l'homme politique rien qui ne justifie le procès en misogynie qu'on lui prête aujourd'hui dans les propositions qui sont faites de sa part. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Qui veut réagir à cette séquence autour moi, je veux bien. Éric, oui. Je veux bien. Oui. Je vois tous nos débatteurs un peu interloqués. Bon, alors je vais vous dire, moi, je n'en sais rien. Voilà, je ne sais pas si tout ce qui est dit est vrai. Je mets pas en doute la parole des femmes qui parlent, évidemment, mais présomption d'innocence. Enfin bon, voilà. Mais je vais vous dire un truc. Il y a quand même quelque chose de très particulier et dans toutes les campagnes. C'est que Mediapart, qui est disons un site d'information pas très équilibré quand même politiquement. La fenêtre de tir, si j'ose dire, pour révéler, pour annoncer, enfin je sais pas quel terme employer cette affaire Zemmour et les femmes, elle tombe comme par hasard juste le jour de la journée des femmes. Vous savez, ça me fait penser à une autre époque, à François Fillon. Vous savez, les médias ont attendu qu'il soit désigné par la primaire des Républicains pour l'allumer, alors que tous les médias avaient tout avant, vous voyez. Donc moi, ces espèces de coups montés politiques, au-delà des affaires qui sont peut-être réelles, j'en sais rien,
J'en sais rien. Mais vraiment, enfin, on en a marre. On en a marre. Vous avez eu la même chose chez les Verts. Vous avez, à une autre époque, enfin, il y en a marre. Ça ne retire rien aux témoignages qui sont très détaillés. Mais c'est le choix éditorial, Éric, j'avais envie de vous dire. Mais moi, j'en ai un peu ras-le-bol. Oui, enfin, j'essaie de me faire l'avocat du diable dans cette histoire aussi, d'essayer de comprendre. C'est aussi le jeu des médias de sortir entre guillemets un dossier, au-delà d'une affaire, un dossier à un temps bien précis pour que ça ait le plus d'impact possible. J'essaie de comprendre. La campagne électorale est déjà très polluée, très réduite à la portion congrue, avec évidemment le drame ukrainien, avec hier la Covid-19, avec un président de la République qui refuse d'entrer dans l'arène. Si on pouvait se concentrer sur les programmes, si on pouvait essayer de voir quelles sont les intentions de chacun, les visions de chacun pour la France de demain et d'après-demain, je pense qu'il faudrait recentrer le débat. Alors bien sûr, on voit bien qu'il y a derrière un coup politique, mais en revanche, il y a une vraie question. Quel est le rôle de la femme dans notre société ? Comment voit-on l'avenir de 51% des Français qui sont des Françaises ? Et c'est vrai que là-dessus, il y a un débat de fond. Quand Éric Zemmour dit la femme est le but et le butin de l'homme, là, on peut discuter. C'est-à-dire qu'il la place dans un rôle secondaire dans la société. Quand il dit que les femmes au pouvoir sont une catastrophe, là, on peut discuter. Moi, j'ai l'opinion inverse, puisque je veux qu'une femme devienne présidente de la République, c'est Marine Le Pen. Là, il y a un vrai débat, mais concentrons-nous sur les vrais sujets. Allez, on va continuer avec vous, Gilles. Un dernier son sur cette campagne présidentielle. 11 candidats, 11 parano, tous parano. Tout le monde pense que tout le monde est contre lui. Paranoïa épinglée hier soir par Quotidien. Tout le monde est contre Macron. Ça nous fait donc une victime de plus qui s'ajoute aux 11 autres victimes. Les attaques contre moi, mais depuis janvier, la seule qu'on attaque, c'est moi. L'intégralité de ces attaques sont effectuées contre moi. Je fais l'objet d'un traitement très particulier, vous l'aurez remarqué vous aussi. D'ailleurs, j'ai fait l'objet d'insultes terribles, j'ai des défauts, maintenant tout le monde le sait. On en parle assez abondamment. Je suis l'objet de toutes les attaques. C'est vraiment trop injuste. Bienvenue dans la campagne des paranos. Merci Gilles. C'est trop injuste. Oui, c'est Calimero. Vous avez reconnu Calimero. Voilà, c'est ça. C'est la campagne Calimero. tout le monde pense que tout le monde attaque tout le monde. Eh bien, on va continuer. Voilà. Merci beaucoup Gilles. On vous retrouve demain et on va continuer de parler de cette campagne présidentielle. Justement, avec le premier thème de nos débats ce matin, les déclarations de patrimoine des candidats sont sorties hier. On les a épluchées. Est-ce que vous trouvez que cette transparence est absolument nécessaire pour le jeu démocratique ? Eh bien, on y revient dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, débat. Christine Bouillot. Et avec vous également et vos commentaires sur les réseaux sociaux en compagnie d'Éric Revel, journaliste éditorialiste à Sud Radio, Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, avec Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, et Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien à Field Media. Alors avant d'ouvrir la question et de décortiquer les déclarations de patrimoine des candidats, est-ce qu'on peut déjà faire un petit tour de vos coups de cœur et vos coups de gueule ? Jean-Luc Benamias, un coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur pour Marseille et Odessa. Marseille est jumelée avec la ville d'Odessa. C'est ainsi, c'est un grand port. Marseille est un grand port, Odessa aussi, maintenant on le sait tous. Des marins-pompiers à la retraite de Marseille, une quinzaine, sont partis avec du matériel de santé, des ambulances, des tentes de secours d'urgence, amener directement à Odessa ce matériel. Voilà, c'est un coup de cœur pour une action qui est plus qu'utile, on le voit dans la période. Oui, et comme vous dites, des coups de cœur comme ça, des mobilisations, il y en a effectivement beaucoup et on peut les saluer et féliciter pour cet engagement de beaucoup de nos concitoyens. Ces personnes avaient entre 65 ans et 75 ans. Oui, en sachant que le port d'Odessa est stratégique aussi et sera au cœur du dispositif militaire. Éric Revel, coup de cœur aussi, je commence par les coups de cœur. Oui, alors moi, je suis pas loin de l'Ukraine. Je voudrais d'abord espérer qu'un jour on aura un cessez-le-feu et que la paix reviendra, évidemment. C'est tout ce qu'on peut se souhaiter. On le souhaite aussi, ouais. Aussi bien pour les Ukrainiens qui souffrent, évidemment, que pour les soldats russes qui sont au front, parfois qui sont des jeunes et qui savent même pas ce qu'ils font là, paraît-il. Mais surtout, je voudrais avoir un coup de cœur pour la diplomatie discrète, vous voyez, un petit peu en contraposé de celle plus voyante du président de la République, discrète du Premier ministre israélien et du nouveau chancelier allemand, qui, dit-on, négocie pas à pas, pied à pied, et
pourrait peut-être réserver de bonnes surprises. Je dis discrète parce que souvent les spécialistes de la diplomatie disent ça sert à rien de faire de l'esbrouf autour de la diplomatie. Les choses avancent quand on ne les fait pas savoir. Bon, alors évidemment il est de bon ton de se ranger derrière le panache du chef de l'État. Il est à 31% maintenant dans les sondages du premier tour. Il va finir par être élu au premier tour. Alors je me range derrière son panache de chef de guerre, mais voilà, je voulais dire qu'il y a deux diplomaties. Il y en a une du spectacle où on apprend que Macron et Vladimir Poutine se tutoient, bon, très bien, et alors? Et puis il y en a une visiblement, mais j'en sais rien, qui a l'air de fonctionner, d'avancer pas après pas, qui est celle menée par le Premier ministre israélien et le nouveau chancelier allemand. Et voilà, c'était mon coup de cœur. Un commentaire, J'ajoute qu'il y a aussi une diplomatie un peu souterraine qui est menée par le Vatican. Hier, il y a eu un coup de téléphone qui est parti du Vatican pour le Kremlin. Les deux ministres des Affaires étrangères, entre guillemets, les secrétaires d'État Pietro Parolin et Sergei Lavrov se sont parlé. Naturellement, ce que je sais, ce que j'ai un peu lu, le Vatican doit éviter de froisser aussi les frères orthodoxes. Mais là, il ne s'agit pas... Enfin, il a donné toute sa disponibilité à obtenir la paix. Est-ce que j'ai envie de vous demander, finalement, toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre quelque part dans cette histoire, finalement? Oui, non, mais c'est une évidence. Je pense qu'on ne sortira de cette guerre, de cette crise, que par la négociation et la diplomatie. Il faut éviter à tout prix la généralisation du conflit. Donc toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Et moi, je rebondirais sur ce que disait dans son analyse excellente, comme d'habitude, l'ami Revel, c'est que le président de la République française ne doit pas se servir de la crise ukrainienne comme d'un argument de campagne. D'abord, ça ne se fait pas, ce n'est pas digne. Il y a d'autres sujets sur lesquels nous devons débattre. Il refuse, une fois encore, de parler des vrais sujets, l'immigration, la sécurité, le pouvoir d'achat. Ces photos en noir et blanc où il a l'air inspiré, qui ressemblent plus à une pub Nespresso qu'à un instantané d'un président de la République en train de négocier, me mettent mal à l'aise. Voilà. Une bonne négociation, une bonne diplomatie, elle se fait discrètement. Parce que c'est pas le jeu de la com aussi. Oui, mais quand globalement de tous les candidats. Quand la com devient de la sitcom pour un sujet aussi grave, une mise en scène parfois même un peu malhabile, tellement elle est caricaturale, ça peut en être gênant et surtout contre-productif. Alors oui, bien sûr, on doit soutenir le chef de l'État dans ces négociations. Bien sûr, il faut maintenir le fil de la discussion avec Vladimir Poutine pour essayer de sortir par le haut de cette crise. Mais il a deux impératifs: faire que ça soit efficace, et pour l'instant on peut quand même se poser la question, et il doit aussi penser à protéger les Français, notamment en faisant en sorte qu'un certain nombre d'embargos ne nuisent pas au coût de l'énergie et au pouvoir d'achat des Français. Ça sera un de nos sujets dans un instant, si vous le voulez bien. Jean-Luc. Ouais, l'une des raisons pour lesquelles Israël peut jouer un rôle dans les négociations, c'est que sur les 6 à 7 millions d'Israéliens, il y a 1 million de populations qui sont issues de la Russie. Et donc, dans ce cadre-là, il y a quelques moyens de discussion sans doute potentiellement possibles. Vous voyez, je pèse mes mots. Mais des négociations parallèles de ce genre, je dis parallèles parce que je pense qu'elles le sont toutes, sont extrêmement utiles parce qu'il faut absolument tout essayer, même si on sait aujourd'hui qu'on n'est pas certain que M. Poutine écoute qui que ce soit. Est-ce que là aussi, il n'y a pas aussi avec la question du nucléaire iranien aussi dans cette diplomatie israélienne, peut-être qu'il faudra un jour avoir l'analyse. On continue avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Laurent Jacobelli. Oui, alors... C'est pas très original, mais on parle tous aujourd'hui d'Ukraine. Moi, je voulais lancer d'abord un coup de cœur à toutes ces municipalités, ces collectivités qui se mobilisent pour emmener soit des médicaments, soit des vivres, soit des vêtements au peuple ukrainien. J'ai une pensée particulière pour Louis Alliot, le maire de Perpignan, qui a organisé un transfert de cars, mais beaucoup de municipalités RN que je pourrais citer, mais d'ailleurs aussi de toute tendance. Non, mais je le dis, bien sûr, sont mobilisés. En revanche, je lisais sur la route ce matin, en vous rejoignant, quelque chose qui, pour le coup, passe du côté coup de gueule. J'ai vu que, selon vos confrères du Figaro, 1/3 des réfugiés ukrainiens qui se déclaraient comme fuyant la guerre et pour lesquels il n'y a aucun doute sur le fait qu'il faille les accueillir et les considérer comme réfugiés de guerre. Parmi ces réfugiés, 1/3 n'étaient pas ukrainiens, mais étaient une immigration plus classique, notamment en provenance d'Algérie, et qui saisissaient l'opportunité, une fois encore, d'utiliser des voies
des couloirs humanitaires pour intégrer la France et arriver en France. Et là, je pense qu'il faut être vigilant. Il y a des vrais réfugiés de guerre pour lesquels nous devons avoir le maximum d'attention, les héberger le temps que la guerre a lieu chez eux, le plus court possible, je l'espère, pour qu'ensuite ils rentrent. Et puis il y a une immigration opportuniste de peuplement économique contre laquelle il faut lutter et surtout ne pas se laisser avoir, ne pas être naïf dans cette situation. Il ne s'agit pas de naïveté, je m'excuse. Il y a en Ukraine beaucoup de travailleurs migrants qui travaillent en Ukraine, comme dans le reste d'ailleurs de l'Union européenne ou de l'Europe. Donc à ce niveau-là, que des gens aient besoin de se protéger et sortir de l'Ukraine, c'est valable pour les Ukrainiens, c'est valable pour les autres populations. Bien sûr qu'ils rentrent dans leur pays d'origine, on est tout à fait d'accord. Mais pour qu'ils y rentrent, il faut bien qu'ils sortent de l'Ukraine. Très bien, mais qu'ils n'arrivent pas en France, c'est tout ce que je dis. Nous, la pour France... l'instant, on n'a pas vu beaucoup d'Ukrainiens arriver en France. On verra. Et nous devons les héberger, les Ukrainiens. On verra la question de la répartition. Voilà. Parce que 2 millions aujourd'hui sont quasiment en Pologne installés. Exactement. 5 millions. Je crois en France pour l'instant. Combien vous dites, Eric, pardon ? Qui ont été accueillis en France. Combien vous dites, Eric, pardonnez-nous ? On dit 2500 à 3000. Moi, c'est les derniers chiffres que j'avais d'Ukrainiens accueillis en France. Pour en avoir vu, ils partaient plutôt sur le Portugal, par exemple, et l'Espagne. Frère, il y a des pays en Europe qui font plus d'efforts, alors qu'ils sont peut-être plus frontaliers aussi. Mais c'est vrai que quand on voit les images, qu'on soit manipulé ou pas, on voit bien que cette population est en totale souffrance, et que la moindre des choses, me semble-t-il, c'est de tendre la main à ces gens, à ces enfants et à ces femmes. Enfin, il n'y a pas de sujet là-dessus. 2 millions, je ne sais pas si on s'imagine ce que ça peut représenter installé. Et d'aider la Roumanie, la Pologne et quelques autres, la Moldavie, à accueillir ces différentes personnes. Parce que pour beaucoup d'entre elles, elles ne vont pas aller très loin. Elles vont rester dans des pays assez proches de l'Ukraine. C'est la question aussi du logement, mais effectivement, c'est un sujet. On pourra y revenir dans les débats et on y reviendra bien évidemment. On termine, parce que c'est la rythmique de l'émission, avec vous, Mathéo, sur un coup de gueule. Alors, on sort complètement du sujet, mais... Je souris à mais je vous sens chafouin, comme on dit chez moi. Alors, j'ai un coup de gueule parce que j'ai lu dans Usine Nouvelle, donc je salue les confrères de cette publication, qu'un collectif féministe allemand veut inciter l'Agence spatiale européenne à construire un vaisseau spatial en forme de vulve afin de prouver que les femmes ont toute leur place dans l'espace. Le collectif allemand, j'espère de ne pas écorcher trop le mot, c'est Verbrauchfeminismus. Et je pense que la question est mal posée. Dans le sens que si pour avoir des femmes dans l'espace, il faut faire des navires spatials en forme de vulve, je pense qu'on est un peu loin de l'objectif. Parce que pour moi, l'objectif serait celui d'avoir effectivement plus de femmes dans l'espace, comme astronautes ou scientifiques ou je ne sais pas quoi dans les métiers de l'aéronautique spatiale. Comme d'ailleurs se passe un peu plus en Amérique, par exemple, et aussi Cocorico à l'envers pour l'Italie, vu que la dernière capitaine, celle qui a pris la place de Thomas Pesquet en orbite est une femme, donc Samantha Cristoforetti. C'est quelque chose que, je veux dire, ça m'a fait un peu sourire, parce que si les priorités... C'est du gadget, complètement. Enfin, c'est un peu encore toujours pour dire qu'il n'y a pas d'égalité, mais après, on fait rien pour mettre une réelle égalité dans les salaires des hommes et des femmes dans les entreprises à fonction égale. Donc, je pense que si on veut faire de la communication, très bien, on le fait, mais là, ça me fait un peu sourire. Eh ben, on posera la question à votre concitoyen Luca Parmitano, qui s'occupe justement de la sélection des futurs astronautes européens. Dans cette sélection, je crois qu'ils ont eu plus de 20 000 candidatures, 6 000 ont été retenues, et ils avaient promis un peu plus de parité, mais la dernière française monte dans l'espace, s'appelle Claudie Agnoret, c'est la dernière et la seule pour l'instant. Allez, on va s'arrêter, on va faire la pub maintenant, là, dans une seconde, me dit-on, et on va ouvrir le débat sur les déclarations de patrimoine des candidats à la présidentielle. Transparence, bienvenue, où aujourd'hui on s'interroge sur l'utilité pour le bulletin de vote. C'est à vous de nous le dire également sur les réseaux sociaux. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, débat.
matin, Christine Bouillot. Et on est en compagnie de Matteo Ghisalberti, Laurent Jacobelli, Jean-Luc Benamias et Éric Revel. Premier sujet de débat avec vous quatre et vous, auditeurs, également au 0826 300 300. Ces déclarations des patrimoines des candidats, puisqu'ils ont été publiés hier par la Haute Autorité de la Transparence de la vie publique. On les connaît. Alors, on doit déclarer quand on est candidat à la présidentielle, c'est bien immobilier supérieur à 10 000 €, voiture, compte bancaire, mais aussi tout ce qui est participation dans le capital d'une société, des dettes éventuelles, puisque certains sont à découvert, nous dit-on, ou encore activité professionnelle des 5 dernières années. Et donc, dans l'ordre d'apparition des candidats les plus aisés, c'est Valérie Pécresse, près de 10 millions d'euros de patrimoine. Ensuite, Éric Zemmour, 4,2 millions. Nicolas Dupont-Aignan, 2 millions. Jean-Luc Mélenchon, 1,4 million. Marine Le Pen, 1,2 million. Jean Lassalle, 630 000 €. Anne Hidalgo, 575 000. Emmanuel Macron fait partie du peloton de tête, de queue, 550 000 €. Yannick Jadot, 412 000. Fabien Roussel, 220 000 €. Nathalie Arthaud, 219 000. Et Philippe Poutou, 122 000 €. Sincèrement, aujourd'hui, est-ce que ces déclarations, vous trouvez ça aujourd'hui choquant, nécessaire à la vie de la société? Alors, Éric Revel, je vais commencer avec vous parce que c'était le sujet ce matin de votre chronique Revel en campagne. Est-ce que ça peut jouer aujourd'hui, compte tenu des enjeux, dans le choix des électeurs? Je ne sais pas si ça peut jouer parce que le contexte est particulier, la guerre, le chef des armées, Emmanuel Macron, président de la République, tout ça. Mais si on voulait sourire quand même un peu sur tout ça, on peut quand même sourire un peu sur tout ça. D'abord, il faut rappeler que c'est la Haute Autorité pour la Transparence de la vie publique qui a été mise en place suite à un grand scandale, l'affaire Cahuzac. Vous savez, le ministre du budget socialiste de l'époque qui était chargé de traquer la fraude fiscale et qui lui-même faisait de la fraude fiscale puisqu'il avait des comptes dans des places offshore. Bon, donc depuis, tout le monde est découpé à la rondelle, enfin les hommes politiques, les femmes politiques. Moi, sur le fond, je trouve pas ça très malin. Enfin, c'est mieux de dire vous êtes dans une fonction politique, on regarde ce que vous avez comme patrimoine à l'entrée de votre mandat, puis on regarde ce que vous avez à la fin de votre mandat. Bon, voilà, sur du déclaratif, et là on regarde ce que vous avez fait pendant ces années politiques. Bon, mais franchement, découper à la rondelle tout ça, c'est quand même un peu particulier. Mais alors, ce qui est extraordinaire quand même, parce que 500 000 € pour Emmanuel Macron, 500 000 € pour Emmanuel Macron, c'est-à-dire que l'ancien banquier d'affaires qui gère le pays, qui touche 15 000 € net par mois nourri logé à l'Élysée, c'est normal, il est président de la République, il n'a mis de côté que 500 000 €. Donc son patrimoine immobilier, la fameuse maison du Touquet est au nom de l'épouse de Monsieur Macron, très bien. Mais ce qui est comique, c'est que, et c'est pour ça que les Français doivent regarder ça un peu avec du recul, c'est que l'ancien banquier d'affaires déclare moins d'argent que le député Berger Jean Lassalle des Pyrénées, vous voyez. Bon, alors qui peut croire à tout ça? Je pense pas grand monde. Vous mettez en doute cette déclaration. Maintenant, je note aussi que beaucoup s'acharnent sur le patrimoine de Valérie Pécresse et de son mari. 9 millions d'euros, c'est évidemment très très conséquent. Mais personne n'a regardé, parce que moi j'ai fait l'addition, que le patrimoine global de Jean-Luc Mélenchon, anticapitaliste, France Insoumise, 1,4 million, c'est le patrimoine cumulé d'Anne Hidalgo, de Yannick Jadot, de Fabien Roussel et de Nathalie Arthaud, vous voyez. Bon, donc on peut faire dire ce qu'on veut dire. Moi je pense que les Français, c'est pas ça qui va les faire changer d'opinion et de vote. Jean-Luc. Ces déclarations de patrimoine, Éric vient de le rappeler, existent depuis l'affaire Cahuzac. Et chaque député, chaque sénateur, chaque député européen, chaque maire de grande ville de France, et je vais m'arrêter là, chaque ministre doit faire ses déclarations de patrimoine. Rien de nouveau. Et d'ailleurs, les déclarations de patrimoine de la plupart des candidats au présidentiel étaient déjà arrivées, puisque pour un certain nombre d'entre eux et d'entre elles, ils sont présidents de région, députés, sénateurs ou autres. Voilà. Moi, ce qui m'amuse, c'est de voir que les deux candidats trotskistes, c'est eux qui ont le moins de patrimoine. C'est-à-dire Philippe Poutou et Nathalie ont 220 000 et 120 000. C'est un petit clin d'œil par rapport à des gens qui s'occupent de la classe ouvrière. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Pour le reste, ces déclarations de patrimoine, et je vais faire une note d'humour. Vous avez vu que Jean-Luc Mélenchon voulait taxer tout ce qui avait plus que 12 millions de patrimoine.
Aucun candidat à la présidentielle n'est touché par cette mesure. Bon. Zemmour, 4 millions de patrimoine. Nicolas Dupont-Aignan, qui est à 2 millions. Est-ce qu'ils peuvent rester des candidats du peuple, hein? Écoutez, moi personnellement, je trouve rien de mal à vérifier aussi le patrimoine des candidats à certaines fonctions. D'ailleurs, je rebondis sur ce que disait Éric Revel sur les considérations qu'on peut faire en additionnant les patrimoines des candidats de gauche et les comparant avec celui de Mélenchon et en considérant un petit peu les chiffres, en comparant le patrimoine du président Macron et de Jean Lassalle. Je pense que quand même c'est intéressant et ça permet de toute façon de se poser des questions. Mais moi personnellement, je préférais avoir en plus de transparence de ce type aussi un vrai débat. Je voudrais ça. En tant que citoyen, je voudrais avoir un vrai débat avec tous les candidats qui sont effectivement tous, invités à parler de leur programme, à réagir aussi aux questions des citoyens, parce que pour l'instant, on a vu seulement les candidats mineurs, entre guillemets, qui ne sont pas en fonction, se cimenter dans cet exercice. Et donc, j'aime bien la transparence sur le patrimoine, sur les participations aussi. Ça serait intéressant de considérer cet aspect de la vie personnelle des candidats. Mais je voudrais vraiment un débat. Et là, malheureusement, je ne l'ai pas. Parce que je vois beaucoup de candidats qui sont invités dans les émissions, et très bien. Ouais. Ils font très bien leur travail, nos confrères d'ailleurs. Mais voilà, je ne comprends toujours pas pourquoi le président de la République ne veut pas débattre. Mais je reviens sur ma question. Zemmour est à plus de 4 millions, c'est le deuxième candidat. Nicolas Dupont-Aignan qui se déclare aussi. Alors Marine Le Pen est à 1 million. C'est des gens qui ont travaillé quand même. Oui, non, mais ce que je veux dire, 1,2 million. Mais voilà, est-ce que, honnêtement, est-ce qu'on peut se revendiquer quand on est ce candidat, celui qui va sauver le peuple, la France qui souffre, qui va avoir du mal à faire son plein d'essence, etc. Je pose une question. Pardonnez-moi, mais votre question elle est un peu biaisée parce que si vous posez cette question, chère Christine, je vais vous dire un truc. Dans ces cas-là, aucune personne qui n'aurait un peu d'argent ou beaucoup d'argent en France pourrait être de gauche. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Non mais parce que dans ces cas-là, si vous posez la question de savoir si quelqu'un qui a de l'argent représente le peuple, alors tous les gens que je connais, que vous connaissez, que nous connaissons, qui ont beaucoup d'argent et qui sont à gauche quand ça les arrange, donc eux ils peuvent plus depuis longtemps parler au nom du peuple. Parce que vous croyez crois sur le fond, mais vous voyez c'est quand même une drôle de façon de se poser la question. Parce que vous croyez encore, Éric Revel, que la gauche représente le peuple. Mais surtout, non, mais je sais qu'au Rassemblement National, vous avez siphonné l'ancien électorat de la ceinture rouge parisienne du Parti communiste français. Ok, mais bon, attendez, on va voir les résultats des élections. On verra, je sais pas si vous voyez, cher ami, la remontée dans les sondages. Mais je le vois. Au moment où se cristallisent les votes dans une présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, personne ne peut écarter que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour face à Emmanuel Macron qui caracole en tête. Attention. Mais d'ailleurs, cher Éric, vous remarquerez aussi que Marine Le Pen est stable et qu'elle est toujours dans les sondages ces dernières semaines en permanence la principale opposante à Emmanuel Macron et la seule capable de faire un bon score, voire de gagner au second tour. Mais pour revenir sur la question des déclarations de patrimoine, je pense que ça parle d'une bonne intention. C'est-à-dire ce besoin de transparence, ce besoin de vérité. C'était pour vérifier s'il n'y avait pas un enrichissement personnel. Au moment où les Français avaient un doute sur le personnel politique, doute sur leur sincérité. Mais de rentrer à ce point dans le détail. Eh bien, ça peut devenir un peu du voyeurisme, parce que vous voyez, on en arrive à des questions. Est-ce que quand on a 1 million ou 2 millions sur son compte en banque, est-ce qu'on peut défendre le peuple? Oui, bien sûr. Du moment qu'on est honnête et du moment que l'origine des fonds est tout à fait légitime. Ce qui pose question, et on le disait tout à l'heure, c'est comment Emmanuel Macron peut avoir un patrimoine de 500 000 euros aujourd'hui. Personne n'y croit. Donc soit il ment, et il fait passer un certain nombre de ses propriétés sur le nom de sa femme ou de proches, soit c'est un très mauvais gestionnaire, quelqu'un qui dilapide l'argent, et auquel cas c'est très grave aussi. Et donc là, ça pose question. Là où ça pose question, c'est sur le patrimoine. J'ai envie de vous dire. Oui, mais là, bien sûr, mais il est président de la République, donc il faudrait mieux avoir quelqu'un quand même qui ait le sens de l'importance de l'argent et de la bonne gestion. Sur Valérie Pécresse, la question n'est pas tant de savoir si elle et son mari possèdent 9 millions. La question est de savoir c'est combien parmi ces 9 millions sont dus à la vente à l'engrosset
choquant de Alstom, qui était un des fleurons de l'industrie française. Il n'y a rien à faire. Il faut qu'il fasse de la politique. Plus, ami du RN. Plus que, à faire, hein. plus que de montant. Il est là pour ça, vous me direz. C'est l'origine des fonds et les conflits d'intérêts possibles. C'est là qu'il faut enquêter. Alors, on va reboucler ce sujet. Mais juste, Christine, si je peux permettre d'ajouter une chose. Moi, j'opérerais aussi un distinguo. Vous voyez, parce qu'en France, on n'aime pas les gens qui gagnent de l'argent. Ça, c'est un vieux total. Mais c'est vrai. Donc, les gens qui gagnent de l'argent, ils sont toujours suspectés de truander ou d'avoir été des aigres. Enfin, mais je vais vous dire un truc qui va peut-être faire réagir Jean-Luc Benamia, c'est que des gens aient amassé des millions d'euros en travaillant dans le privé, en investissant en bourse. Bon, très bien. Alors certains vont trouver ça choquant. Moi, je trouve ça plutôt sain. Bon, mais en revanche, 1,4 million pour Jean-Luc Mélenchon, qui a été toute sa vie élu et simplement élu. Sénateur, secrétaire d'État, etc., etc. Bon, ça c'est quand même aussi un sujet que personne ne se pose. D'ailleurs, je vais vous dire, ce matin sur France Info, tiens, pour pas la citer, j'ai entendu un papier à peu près sur le sujet qui était le mien. Ils ont égrené tous les candidats, sauf un. Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Ils n'ont pas donné le patrimoine de Jean-Luc Mélenchon ce matin vers 7h10. J'ai trouvé ça très drôle. Vous savez quoi ? J'ai trouvé ça très drôle. Oui, 1,4 million, c'est beaucoup d'argent pour quelqu'un qui est au SMIC. C'est beaucoup d'argent. Alors, je vous arrête parce que pour vivre à Sud Radio, il faut qu'il y ait de la pub. Donc, je vais la lancer et on va y revenir quelques minutes encore ensemble parce qu'il y a beaucoup de réactions, notamment sur le compte Facebook de Sud Radio sur cette question du patrimoine de nos candidats à la présidentielle. Sud Radio, 10h midi, débat. Christine Bouillot. Allez, on continue de débattre toujours avec Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien, Film Média, Laurent Jacobelli, pardonnez-moi, porte-parole du Rassemblement National. J'allais trop vite. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, et Éric Revel, journaliste, éditorialiste sur Sud Radio. On vous retrouve le matin avec Revel en campagne. Alors, mon cher Éric, sur les réseaux sociaux, on vous interpelle, notamment sur Facebook, on vous dit, voilà, quand on a un appartement et une maison, notamment à Paris, c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, vu le prix de l'immobilier, l'envolée du prix, c'est logique d'avoir d'afficher un patrimoine, on va dire, conséquent. Il y a aussi, mais je dis pas le contraire. Mais je dis pas le contraire du tout. Je dis pas le contraire. Il aurait pu d'ailleurs considérer que la propriété n'était pas une bonne chose et continuer aussi à louer son appartement, Jean-Luc Mélenchon. Non, je m'acharne pas sur Jean-Luc Mélenchon. Je faisais juste remarquer que souvent on pointe du doigt des gens qui ont accumulé des millions d'euros en travaillant dans le privé, en investissant en bourse, en achetant des actions, enfin tout ce que les Français n'aiment pas. Mais qu'en revanche, on s'interroge jamais sur mais tiens, 1,4 million quand même pour un élu qui a été sénateur et tout, c'est pas mal. C'est tout ce que je voulais dire. Je pose pas le public et le privé, mais vous voyez, on est toujours à géométrie super variable dans ce pays. C'est-à-dire qu'on monte du doigt ceux qui s'enrichissent en disant ils sont forcément salauds, ils ont forcément truandé parce qu'ils ont fait de l'argent, mais ça choque personne, et tant mieux ou tant pis, que d'autres accumulent avec de l'argent public du patrimoine. Bon, c'est tout. C'est tout. Je voudrais il y a moins de prise de risque quand vous êtes dans le public, quoi. Voilà, quand vous êtes élu. Il y a cette transparence en Italie. Oui, il y en a parce qu'il y avait aussi des soucis vis-à-vis de M. Berlusconi à l'époque où il était président du Conseil des ministres sur ses participations et sur son contrôle aussi de l'information publique. Bon, c'est un discours un peu plus large, mais ce que je dis aussi, il ne faut pas oublier aussi que certains élus, certaines personnes qui ont été toujours des politiques, ils n'ont jamais travaillé dans leur vie, ont aussi cumulé des postes. Or, vous et moi, dans une vie normale, on ne peut pas cumuler toujours des postes pour gagner. C'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est ce que je voulais dire, cher confrère. C'est ce que je voulais dire. Non, mais je suis d'accord avec vous dans le sens que. Au-delà de ça, je voudrais vous poser la question, puis après on enchaînera sur les sujets liés à la crise ukrainienne. Mais un niveau en dessous de déclaration de la vie publique, est-ce que ça ne peut pas être un frein aussi, cette forme de transparence à outrance? Je pose une question sur les candidats qui acceptent de rentrer dans le jeu, c'est-à-dire qu'il y a une forme aussi de respect de la vie privée, enfin, j'imagine, sur les élus de terrain qui sont peut-être au niveau des parlementaires obligés de faire des déclarations et qui n'ont peut-être pas envie ou pas le souhait au niveau. Attendez, est-ce qu'on peut on fait Laurent et Jean-Luc, je vous donne la parole. Non, il y a deux choses. Pas de problème. Il y a les flux et il y a les stocks, si je puis dire. De savoir combien une personne a sur son compte ou combien il possède d'appartements, je suis d'accord, il y a un côté probablement un peu voyeuriste. Ce qui est important, c'est de savoir quel est le patrimoine à l'entrée du mandat et quel
régler le patrimoine à la sortie du mandat. Parce que c'est là qu'on peut voir si un élu, quel que soit son niveau d'ailleurs, qu'il soit un élu local ou un élu national, a profité de sa position d'élu, c'est-à-dire de la confiance des Français et de nos concitoyens pour s'enrichir. Et là, il y a une vraie question. Là, il y a un vrai problème. C'est là-dessus qu'il faut regarder. Et surtout, quand vous êtes président d'un parti politique, c'est compliqué de vous choper avant et à la fin de votre mandat. Non, mais là, on parle des élus. Autre chose aussi, moi j'ai vécu ça, par exemple, je suis élu dans la région Grand Est, et j'ai vécu un président de l'Assemblée régionale qui vote l'augmentation des indemnités de lui, de sa majorité des élus, de 15%. Au moment où on vit, voilà, là aussi, il y a probablement des choses à regarder. C'est-à-dire que quelqu'un puisse fixer lui-même son propre salaire avec l'argent public pose une question. Donc oui, il y a des débats qui valent le coup d'être posés sur l'argent et le personnel politique, et il faut les poser. Le côté voyeuriste d'exposer son patrimoine sans explication, sans parler de l'origine des fonds est probablement un peu gadget. Je suis obligé quand même de vous dire qu'on apprend dans la déclaration de patrimoine de Marine Le Pen qu'elle a augmenté ses indemnités de présidente du Rassemblement national au cours de son mandat de ces 5 dernières années. Non mais d'accord, mais il y a probablement des raisons à ça. Vous savez que c'est avec cela aussi je ne mets pas, c'est que il faut être juste par rapport à ça. J'ai bien compris, mais pendant qu'on parle de ça, et on en parle depuis 10 minutes, un quart d'heure, j'ai peur qu'on soit à côté de l'essentiel. On parlait par exemple des 1,4 million de Jean-Luc Mélenchon. Moi, ce qui me gêne chez Jean-Luc Mélenchon, c'est pas ses appartements, c'est sa proximité avec certains islamo-compatibles, c'est sa proximité avec des gens qui ont des propos sur Israël qui sont dérangeants. Et voyez, c'est ça qui je voudrais qu'on entende Jean-Luc Benamias. Jean-Luc, vous vouliez réagir? Mais ce qui me semble étonnant, c'est que cette disposition légale est venue après l'affaire Cahuzac. Ça n'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu une demande de transparence financière de l'ensemble de nos élus, de nos grands élus. Je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je ne vois aucun problème derrière tout ça. Effectivement, on doit déclarer en entrant en tant que député, c'était mon cas en tant que député européen, j'ai dû déclarer, quand je n'ai plus été député européen, les nouvelles sommes où j'en étais. C'était assez égal d'ailleurs, en ce qui me concerne. Mais moi, je ne vois pas de problème par rapport à cela. Je pense que la transparence demandée par l'ensemble des Français est nécessaire. Ouais. Et c'était bien à cause d'une politique jusqu'à la fin des années 1900, avant les années 2000, où rien n'était transparent dans cela. Je pense que parfois, il y a des avancées positives. Je pense que c'est une avancée positive. Et par rapport aux déclarations des candidats au présidentiel, il n'y a pas beaucoup de surprises. Par exemple, quand un Jean Lassalle a 600 000 euros, je suppose que Jean Lassalle, qui, comme chacun sait, est agriculteur, il y a sans doute une grande partie de la maison et de la ferme qu'il est encore en train de diriger. Voilà. Il n'y a pas vraiment de surprise. Je ne suis même pas surpris non plus du patrimoine de Madame Valérie Pécresse. On le savait que Valérie Pécresse avait des biens. Elle ne l'a jamais caché. Je soutiens personne dans cette affaire. Je dis que à ce niveau-là, la transparence était nécessaire, que c'est clairement défini. Voilà. Après, chacun en tire les conclusions qu'il peut en tirer. Mais je vois pas de problème par rapport à ça, moi. Pour être tout à fait exact, en fait, 2012, donc l'affaire Cahuzac, mais 2014, c'est la déclaration fiscale de Thomas Thévenoud qui révèle que depuis justement 2 ans, il avait des retards d'impôts systématiques et troublants. La fameuse phobie administrative, et que c'est à ce moment-là, en 2017, que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a rendu public les déclarations de patrimoine des candidats à l'élection présidentielle. Elles existaient avant, mais je crois qu'on a complexé trop la gauche dans ce pays. On a complexé trop la gauche qui a décidément un problème avec l'argent. C'est-à-dire que même quand elle en a, elle fait tout pour faire croire qu'elle n'en a pas, ou elle planque dans un compte à l'extérieur, ou elle dit qu'elle a oublié de faire sa déclaration de revenus parce que. Mais c'est, enfin, moi je veux dire psychologiquement, c'est incroyable ce truc. Alors il y a des gens de droite qui ont demandé, c'est pas le sujet, mais là vous citez 2 personnes qui étaient de gauche, dont une quand même qui était chargée de contrôler la fraude fiscale. Bah, je pense que la gauche historiquement a toujours eu un problème avec l'argent. Voilà, jusqu'à vous dire les yeux dans les yeux, je n'ai pas truandé, ou les yeux dans les yeux. Écoutez, j'ai oublié de faire ma déclaration de revenus. J'ai une phobie administrative. Alors c'est pour ça, Eric, que François Hollande a décidé de faire de légiférer par rapport à cette transparence. Mais je pense que je voudrais seulement ajouter 2 éléments. N'oublions pas que de toute façon, chacun de nous est déjà contrôlé par le fisc, dans le sens que nous sommes très transparents vis-à-vis du fisc. Donc beaucoup de des personnes peuvent savoir ce qu'on gagne, etc. Et naturellement pour leurs fonctions institutionnelles, etc.
ça. Mais l'autre chose aussi, c'est que c'est vrai ce que vous dites, Monsieur Iacovelli, sur l'histoire de contrôler le patrimoine en début et à la fin du mandat. Mais n'oublions pas aussi que des gens qui ont été en poste après gagnent avec des participations à des meetings plutôt que de conférences, etc. Je me rappelle de Sarkozy, mais il y a aussi d'autres. Je veux dire, c'est pas toujours comment dire, une instantanée. Mais ce qui serait peut-être bien, c'est que, en tous les cas, ils connaissent le prix de la baguette et pour certains. Enfin, je dis ça comme ça, mais c'est vrai que c'est les candidats. Non, mais bon, voilà, on va refermer ce débat-là sur la question du patrimoine des candidats. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça passionne aussi nos électeurs. Mais on va déplacer le curseur aujourd'hui sur le coût de la vie quotidienne des Français, des Européens au sens large, plus systématiquement avec la guerre en Ukraine qui aggrave l'envolée des prix de l'énergie. Alors, il y a une envolée du prix des matières premières qui n'est pas sans doute liée tout de suite à la crise en Ukraine, mais qui va venir et tout le monde nous prépare au pire. Est-ce que finalement payer plus cher notre énergie, c'est le prix de notre liberté? Écoutez ce que disait le soutien d'Emmanuel Macron ce matin. Renaud Muselier, il était l'invité de Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Écoutez. Je dis d'abord aux Français, nos aînés ont payé par le prix du sang la liberté sur le continent européen. Ouais. Et aujourd'hui, les Ukrainiens payent par le prix du sang la défense de liberté sur le continent européen. Ouais. Et nous, on va avoir un prix et un coût. Ça va être le prix de l'euro. Voilà, ça va nous coûter de l'argent, cette histoire. Tant que ça ne coûte pas des vies. Et donc, il faut bien intégrer ça. Donc, il faut que les Français intègrent que l'essence va continuer d'augmenter. 2 euros, 2,20 € et peut-être même au-delà. Et les Français ne vivront plus jamais comme ils ont vécu avant. Ouais. Il faut bien qu'ils l'intègrent. Ouais. Voilà. Donc, c'est une prise de conscience générale. Oui, alors est-ce que c'est une position que l'on doit entendre et comprendre aujourd'hui? C'est le prix aussi à payer. Alors il y a un humanitaire également, on l'entendait tout à l'heure dans le zapping de Gilles Gansman, le zapping télé, qui disait effectivement il faut peut-être que les Français sachent et apprennent à avoir un peu froid l'hiver prochain pour sauver des vies en Ukraine. Est-ce que on est prêt à faire ça, les Français et les Européens au sens large? Je pense qu'on est en train de se réveiller d'un doux rêve dans lequel on pensait que tout allait bien, il n'y aurait jamais eu une autre guerre et il n'y aurait jamais eu une autre complication, et malheureusement on voit que notre confort n'était pas la réalité pour le reste du monde. Donc là on est en train de se rendre compte qu'effectivement nous sommes aussi dépendants, nous avons besoin aussi des autres pays, et que quand il y a une situation de crise internationale comme celle qu'on est en train de vivre, ou des pandémies comme celle qu'on a vécue, si on n'a pas chez nous les centres de production, les sources d'énergie, etc., on risque de payer très cher. Et il ne faut pas oublier aussi le fait que, de toute façon, on est en train de vivre une chose qui pourrait trouver une solution assez rapide si les deux parties pouvaient se parler et accepter éventuellement de faire des pas en arrière. Je pense aussi à des concessions que le président Zelensky a promis ou a esquissé ces dernières heures. Eric Revel. Moi, je vais faire un peu d'humour sur un sujet qui en mérite pas, évidemment, parce qu'on parle de guerre en Ukraine. C'est que l'effet collatéral positif peut-être de la situation dans laquelle on se trouve d'un point de vue énergétique, c'est que ça va accélérer la transition écologique, sans doute. Bah oui, parce que en réalité, vous avez vu ce que dit la patronne d'Engie. Le pétrole et le gaz, ce sont des énergies fossiles. Je vous rappelle quand même que l'Allemagne, qui dépend à 60% de ses de la Russie pour ses livraisons de gaz, réouvre et réalimente à tour de bras ses centrales à charbon. Bon, évidemment, en matière de CO2, c'est juste un désastre. Donc ça va peut-être, j'en sais rien, brutalement. Maintenant, il y a quand même une question sociale qui est très lourde et qui est très forte. C'est que vous vous souvenez que le mouvement des Gilets jaunes, il avait démarré en France après une petite augmentation non négligeable des taxes. Là, on est à plus de 2 euros. On nous promet le litre d'essence ou de gasoil à 2,30 €, voire 2,50 €. Oui. Donc pour des gens qui travaillent en province, qui ont besoin de leurs 2 voitures pour aller à leur bureau ou à leur usine, c'est un drame économique et c'est un drame social. Et c'est aussi un problème de production
récession, je pense, en France, parce que en réalité, la croissance économique va évidemment en prendre un sacré coup derrière la figure si cette situation perdure. Maintenant, sur les propos de Renaud Muselier, bon, il nous explique, le président de la région PACA, que rien ne sera plus comme avant. En fait, il n'en sait rien, Renaud Muselier. Il sait pas. Mais peut-être on lui a promis un certain non, mais il n'en sait rien. Il n'en sait rien. Attendez, ou alors il a des informations de son mentor Emmanuel Macron. On n'en sait rien. Qu'on nous cache. Mais la question, c'est est-ce qu'on va être obligé de, alors on va nous le reprocher, mais on est obligé de faire une pause et s'arrêter quelques instants. Dommage. Mais est-ce qu'on est obligé de faire comprendre aux Français qu'il va falloir payer plus cher pour un effort de guerre, vu qu'on est embarqué dans cette histoire? C'est la question que l'on se pose et on en débat avec vous. Et vous continuez également de réagir sur les réseaux sociaux. On se retrouve juste après ça. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, débat. Christine Bouillot. En compagnie de Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, Éric Revel, le journaliste éditorialiste à Sud Radio, tous les matins dans la matinale pour Revel en campagne, et Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien à Filmmedia. Alors on était en train de parler de du prix de l'énergie avec cette déclaration ce matin de Renaud Muselier sur Sud Radio. Voilà, que les Français doivent apprendre dans l'effort de guerre à payer leur énergie plus cher. Est-ce que c'est une décision que l'on doit effectivement accepter ou est-ce qu'aujourd'hui il faut absolument continuer à prendre des sanctions, mais jusqu'à quand? Ça rejoint un peu notre troisième sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qui permettra finalement dans des sanctions d'arrêter Vladimir Poutine, qu'est-ce qui le fera plier sans qu'on déclenche la troisième guerre mondiale? Jean-Luc Benamias. Le rapport du GIEC qui vient de sortir, et je reprends ce que disait Eric par rapport à la transition énergétique, donnait déjà les bases d'augmentation des coûts de l'énergie. La guerre en Ukraine rajoute de la difficulté évidemment à tout cela. Moi je pense évidemment aux populations populaires qui, quand ils vont faire le plein, ça devient exponentiel. C'est-à-dire qu'on voit des gens pleurer devant les postes à essence. Il y a des réponses immédiates à faire. Mais sur les réponses pour le futur, pour un futur relativement présent et immédiat, on est bien obligé de penser à l'autonomie énergétique des différents pays, notamment de la France. Et donc, dans ce cadre-là, la transition énergétique, Eric l'a dit tout à l'heure, est une politique absolument nécessaire. C'est un vrai débat qui devrait être porté pendant la présidentielle. Malheureusement, évidemment, à cause de la guerre en Ukraine et de l'invasion par les Russes de l'Ukraine, ce débat va être extrêmement difficile. Mais c'est un débat essentiel. On ne peut pas oublier les populations qui vivent avec moins que le SMIC et les 10 millions de pauvres dans ce pays. Oui, mais... Et dans ce cadre-là, les politiques gouvernementales sont extrêmement compliquées parce qu'on est sur plusieurs politiques à la fois, plusieurs problématiques à la fois. Mais la problématique essentielle est de voir comment nous résorbons et nous baissons nos consommations énergétiques. C'est une politique délicate, difficile, mais obligatoire. Oui, mais la question c'est choc pétrolier équivalent à 1973, nous prévient Bruno Le Maire. On est au-devant d'une crise majeure. Si je peux me permettre, moi, les donneurs de leçons, les Bruno Le Maire, les Renaud Muselier qui demandent aux Français les plus défavorisés de ne plus se chauffer ou d'arrêter de prendre leur voiture, je pense qu'il y a une forme d'indécence. Voilà, que Monsieur Renaud Muselier montre l'exemple en rendant sa voiture avec chauffeur en tant que président du conseil régional de PACA. Comment fait-on parce que pour on ne peut pas demander toujours, sans impacter. On ne peut pas toujours demander aux plus modestes l'ensemble des efforts. Les Français n'ont pas à payer aujourd'hui sur leur énergie la mauvaise gestion depuis des décennies de la politique de souveraineté nationale. Parce que le problème qui vient là, qui est posé par l'Ukraine, mais qui existait avant, c'est en quelle mesure la France reste souveraine dans la production de son énergie, dans la production de son alimentation et dans sa défense. On voit bien que la mondialisation généralisée, cette interdépendance entre tous les pays, montre que dès qu'il y a une fragilité quelque part, une crise quelque part, notre peuple en souffre. Alors il faut revenir notamment à la souveraineté énergétique. Et Monsieur Benamias, désolé de vous l'apprendre, mais souveraineté énergétique pour la France, ça veut dire nucléaire. Le général de Gaulle avait mis en place... 10 ans à sortir, 10-15 ans, puis on verra aussi quand on installera des installations nucléaires, comment les riverains vont réagir. On avait de très belles infrastructures nucléaires en France qui ont été endommagées, j'allais dire, par la politique nucléaire de M. Hollande et de M. Macron, qui nous permettaient d'avoir une énergie peu chère, sûre et décarbonée, et pour des folies
électorale pour faire plaisir aux Verts, notamment en Allemagne, eh bien, on s'est mis à reproduire de l'énergie carbonée qui font qu'aujourd'hui les pays sont interdépendants les uns avec les autres et qu'on a en France, à cause de l'Allemagne notamment, une énergie plus chère et plus polluante. Et donc la souveraineté doit être au cœur de la politique. C'est ce que nous proposons avec Marine Le Pen depuis des années. On nous riait au nez. Aujourd'hui, tout le monde s'aperçoit que nous avions raison. Mais on essaiera de comprendre ce qu'il faut vraiment aller jusqu'où pour contrer Vladimir Poutine et le faire plier. Jean-Luc. Il semblerait quand même que nous ayons besoin pour le nucléaire d'uranium. Il semblerait, dans ce cadre-là, que l'uranium ne vient pas directement de notre pays et qu'il vient notamment de pays africains, voire du Canada. Et donc, dans ces cas-là, l'indépendance énergétique n'est pas plus grande avec le nucléaire qu'elle l'est avec d'autres ressources énergétiques. Les seules ressources énergétiques qui dépendent totalement de nous s'appellent les énergies alternatives, qui sont extrêmement nombreuses. J'ai pas le temps, parce qu'on n'a plus le temps de vous les définir. Parce qu'elles ne sont pas efficaces, monsieur Benamia, c'est que vous soyez géniaux aux entournures. Il existe de très nombreuses possibilités de production énergétique sur notre pays qui s'appelle la France. Attention, Jean-Luc, parce que de toute façon, il y a toujours le danger d'imposer quelque chose de politique soi-disant écologiste, mais après, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous, parce que quand on parle d'éolien, moi, je suis bien d'accord pour faire un mix de toutes les énergies possibles. Il y a aussi des études menées sur la production d'énergie hydroélectrique à travers les vagues, plein de choses, etc. Mais je n'oublie pas aussi que pour installer des hélices, un poteau d'un éolien, il faut mettre beaucoup de ciment dans la terre, donc je ne trouve pas très écologique, mais après je ne suis pas un expert. Ce que je dis tout simplement, c'est qu'effectivement, je rappelle que monsieur le maire, il y a une semaine, disait qu'on devait mener une guerre économique et financière totale à la Russie, et maintenant, après une semaine, nous dit qu'il faut baisser le chauffage. Donc peut-être, il faut un petit peu soit réfléchir avant de parler, soit avoir en tête une idée de politique énergétique, parce qu'il y a aussi les gaz de schiste alors qui pourraient être utilisés. Petite question avec des réponses rapides, parce que malheureusement le temps passe très vite. Les Américains ont décidé donc l'embargo sur la Russie. En Europe, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Bulgarie ont dit hier leur opposition à une idée d'embargo également sur la même ampleur que les États-Unis. Est-ce que l'Europe résistera, cette unité, à l'échelle de cette crise, Eric? L'unité européenne est-elle déjà mise à mal? Bah oui, elle est déjà mise à mal, puisque par exemple les banques russes sur le fameux mécanisme Switch qui livrent du gaz ou qui financent, qui reçoivent les recettes allemandes, elles n'ont pas été interdites par l'Allemagne. Donc déjà, si vous voulez, il y a quelques fissures dans le château de l'unité européenne. Ce que je voudrais quand même dire, c'est plusieurs choses par rapport à ce que j'ai entendu. Bon, Jean-Luc Benamias, évidemment la transition écologique, on est tous pour, mais avant, si vous voulez, d'avoir le même volume d'énergie avec des éoliennes, du photovoltaïque, de l'hydromoteur et autres possibilités, on n'en est pas encore là. Et j'oublie pas qu'on a 8 réacteurs à l'arrêt, parce qu'on a, pendant des années, on n'a pas non plus investi suffisamment dans le nucléaire. Que Fessenheim, la fermeture, c'est quand même une idée de François Hollande. Bon, très bien. S'il fallait regarder combien d'éoliennes il faudrait pour faire tourner l'équivalent de Fessenheim, je pense que Jean-Luc, vous seriez extrêmement surpris, et surtout, vous ne verriez surtout pas d'éoliennes devant chez vous, parce que il y a aussi ce petit sujet-là. Et puis sur la compensation, on va quand même avoir un sujet. Vous savez que le Premier ministre va annoncer ce qu'on appelle un plan de résilience. Alors ils veulent pas qu'on dise que c'est un nouveau plan quoi qu'il en coûte, mais la distribution des chèques énergie là, de ces derniers mois, la distribution des chèques inflation, la distribution des différentes primes, ça a déjà coûté 15 milliards. Il y a un cabinet qui estime qu'avec l'envolée du prix de l'essence, pour les entreprises et pour les ménages, faut que l'État mette de nouveau 17 milliards d'euros sur la table, 2900 milliards d'euros de dette, des taux qui remontaient. Comment on finance tout ça? Bon, je veux pas alarmer tout le monde, mais il y a quand même un petit sujet. Compenser, oui, pendant combien de temps, avec quel argent, on ne sait pas. Jean-Luc, une petite réponse rapide mais courte. Je renvoie par rapport à toutes ces politiques énergétiques aux publications faites par l'ADEME, l'Agence nationale qui s'occupe de l'énergie et qui développe toutes les possibilités pour les années 2050 des dispositions
de multiples sur la possibilité de produire de l'énergie en France avec toutes les possibilités que nous avons. Merci beaucoup à tous les quatre. Jean-Luc Benamias, Laurent Jacobelli, Matteo Guisalberti, Eric Revel. On referme ce débat passionnant et passionné. Dans un instant, le débat et le Parlons Vrai continue sur Sud Radio avec André Berkoff. Le journal juste avant et moi je vous retrouve demain. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux.